Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 20 de ce Tour de France 2022. On peut déjà juste parler du programme. Vous avez la présentation de la première étape du Tour de France féminin qui est sur la chaîne. Elle a été mise en ligne depuis 16 heures. Demain matin, 7h30, vous aurez la présentation de l'étape numéro 21 du Tour de France 2022 masculin. Le débrief de l'étape féminine, il sera en ligne vers 20h, 21h, je pense 21h. Par contre, le débrief de l'étape masculine, lui, sera en ligne lundi dans l'après-midi. Il sera en ligne parce que trop compliqué en termes de charge de travail, là, sinon ça va être un enfer. En plus, avec la Formule 1 au Grand Prix de France, là, c'est compliqué, Tid. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette étape. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Je pense que la vidéo va être assez courte aujourd'hui. Parce que j'ai pas 150 choses à dire. Bah c'est un chrono, alors le chrono était pas si facile que ça, hein. C'est vrai que les deux dernières bosses, il fallait les passer. C'est un chrono atypique parce que les difficultés étaient vraiment sur la fin de parcours. Sur la première partie, on était sur du plat. Malgré tout, on était souvent sur des routes qui n'en rendaient pas. C'est-à-dire des routes granuleuses et un peu chiantes. Et puis après, même si c'était des descentes, les descentes étaient techniques, on avait rarement énormément de largeur de route sur ce parcours. Et puis sur la fin, c'était compliqué, hein. J'avais vu Rocamadour, j'avais fait le repérage un petit peu, et j'avais vu que oui, c'était pas évident. Heureusement, c'était en montée, les difficultés, mais ouais, c'était une étape sympa, une étape sympa. Après, bon, un contre-la-montre comme ça, l'avant-dernier jour de course, quand il n'y a plus grand-chose à jouer au niveau du général, c'est vrai que ça perd quand même beaucoup de son charme. C'est-à-dire que bon, il y avait que Meintjes Quintana qui était Meintjes Quintana Vlasov qui était en difficulté, même Bardet pour une place, et puis il y avait Yetz Yulchenko. Sinon, il n'y avait pas d'autres combats, hein. Sinon, c'était fini pour le général depuis bien longtemps. 3 minutes 20, ça se récupère pas sur un chrono de 40 bornes. Voilà. Et surtout pas quand t'es Vingegaard. On sait la qualité des chronos de Vingegaard. Il a encore progressé en plus dans ce domaine-là. Donc c'est sûr que... Parce qu'avant, il était un peu derrière Pogacar, et on a vu que maintenant, voilà, il est devant Pogacar, voire même niveau de Pogacar, parce qu'il faut aussi rappeler quand même que Pogacar, je pense qu'il il s'est pas ménagé sur la dernière semaine de course, il doit être un petit peu sur les rotules. Coco. Au niveau de la note de l'étape, moi, j'ai mis 12 sur 20. Encore une fois, quand il n'y a plus de bagarre pour le général, quand il n'y a plus beaucoup de suspense, ça perd son intérêt. Pourquoi je mets 12 sur 20 aussi? Parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui ne l'ont pas fait à fond. En fait, ça s'est résumé à gérer une trentaine de coureurs. Encore, il y en a un peu plus qui l'ont fait à fond que ce à quoi je m'attendais. Mais bon, on voit qu'il y a quand même, c'est 30-40 coureurs qui l'ont fait après, à fond. Les autres, après, ils ont surtout fait un chrono pour finir dans les délais. Donc, c'est un peu le problème de ces chronos dans les derniers jours de course. La Vuelta l'année dernière, ça avait été encore pire sur la Vuelta, parce que là, vraiment, il y avait 15 coureurs qui l'avaient fait à fond, les autres, ils l'avaient fait vraiment à 2 à l'heure. Mais là, c'était un peu plus performant au niveau global. Mais après, bon, c'était un chrono intéressant. C'est pas le meilleur chrono que j'ai vu de ma vie. Voilà, donc c'est pour ça que je mets 12 sur 20. Ça fait le taf, mais pas beaucoup plus. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on n'est toujours pas spécialiste du contre-la-montre, hein. Ça change pas. On n'aime toujours pas ça, hein. Voilà, le chrono, c'est toujours pas notre spécialité. C'est toujours compliqué pour nous d'être performants sur le contre-la-montre. Et là, ça n'a pas... Voilà, on n'a pas eu de surprise aujourd'hui, c'est-à-dire que les Français sont un peu derrière parce que pendant très longtemps, on n'a pas bossé le contre-la-montre et que le temps de retard qu'on a pris, il est compliqué. Puis même au niveau matériel, hein, je regardais chez Groupama, chez Cofidis, c'est vrai que quand tu vois le matériel qu'a UAE, le matériel qu'a Jumbo, surtout UAE, le vélo UAE est quand même hyper impressionnant. Mais on peut encore progresser quoi, en termes de matériel.
chez Cofidis notamment. Je pense pas qu'on soit au top de l'aérodynamisme. Mais de toute manière, on sait très bien que sur les chronos, on n'est pas des spécialistes. Hein, donc après en France, c'est vraiment notre vrai gros point faible, c'est le contre-la-montre. Parce que même Cavagna, il a du mal à finir à moins d'une 20. Sur un chrono comme ça, il aurait terminé à une 20, une 30. Donc une 20, 30, bah t'es déjà... ouais, et puis encore peut-être... T'es au niveau de Sharman, de Flat White. T'es pas au niveau des meilleurs. Donc, ouais. C'est pas notre spécialité le chrono. Je suis pas sûr qu'en plus on ait énormément de coureurs qui fassent des efforts sur le contre-la-montre là chez les jeunes qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment un domaine sur lequel on doit progresser, c'est le contre-la-montre. Mais bon, l'avantage, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas très bon sur le contre-la-montre, mais il y en a de moins en moins aussi sur les grands tours. Parce que là, donc, on a eu 50 bornes, mais que sur 2 contre-la-montre. Hein. Et sur le Giro, c'était 27. Enfin voilà, on a plutôt tendance à avoir des contre-la-montre de plus en plus courts et à en avoir de moins en moins aussi. Donc, et les contre-la-montre par équipe, alors là, ça a disparu. Hein. Ça fait au moins depuis 3 ans qu'on n'a pas eu de 3 ans, 4 ans qu'il n'y a pas eu de contre-la-montre par équipe. C'est assez formidable. Donc du côté des Bleus, moi j'ai mis Romain Bardet, déjà pour commencer, 3 minutes 10. Il gagne une place au général, il est 7ème. Ça a son importance au niveau des points, UCI. Entre 7 et 8, il y a quand même quelques points à gagner, à glaner grâce à ça. Bon après, entre 7 et 8, ça change pas grand-chose sur le Tour de France de Romain Bardet. Il a été en difficulté en 3e semaine avec la fatigue accumulée. C'est vrai qu'il a eu... autant il a fait une très bonne première partie de course. Jusqu'aux Alpes, c'était bien ce qu'il faisait. Les Pyrénées ont été beaucoup plus durs pour Romain Bardet. Je pense que voilà, l'enchaînement de 2 grands tours, c'est peut-être même la première fois qu'il enchaînait 2 grands tours. J'ai pas vérifié. Il a 13 grands tours dans sa carrière. Il avait fait Giro et Vuelta, mais 2 grands tours d'enchaîner. Si, en 2017, il avait fait Tour de France et la Vuelta. Il avait fini 17ème de la Vuelta. Mais c'est quelque chose qu'il n'a fait qu'en 2017 et d'enchaîner 2 tours d'affilée. Encore une fois, il ne l'a fait qu'en 2017 et cette année. Et on voit que en plus, tous ceux qui ont fait le Giro, ils ont eu un Tour de France difficile. Caleb Ewan, donc Romain Bardet. Ça n'a pas été facile pour tous les coureurs qui ont fait Tour de France enchaîné avec le Giro. Personne ne s'en est très bien sorti. Ça montre bien que c'est parce que c'est maintenant très compliqué d'enchaîner ces 2 courses-là. Les temps sont... Alors, vu que le Giro veut se décaler au niveau des dates, peut-être que ça sera un peu plus facile, puisqu'on aura un Giro qui se rapprocherait du Tour de France en termes de dates, qui retrouverait en fait ces dates un petit peu ancestrales, c'est-à-dire plutôt mi-mai à début juin. L'objectif, ça serait même d'aller jusqu'à mi-juin, mais il faut voir au niveau du calendrier, parce que vous avez le Dauphiné, parce que vous avez le Tour de Suisse, et que c'est pas facile de trouver de prendre cet emplacement-là au niveau du calendrier, qui est bien chargé aujourd'hui. Plus le cyclisme féminin, il faut aussi dégager des dates pour le Tour d'Italie féminin, mais le Tour d'Italie féminin pourra se mettre dans ce cas-là avant le Tour d'Italie homme. Mais oui, l'objectif, ça serait de changer les dates du Tour d'Italie, de le décaler, de le rapprocher du Tour de France. Donc là, on pourrait peut-être enchaîner sur un seul pic de forme, mais de toute manière, vous ne pouvez pas enlever la fatigue. Et la fatigue, c'est plus la fatigue là, qui a gêné Romain Bardet. Les jambes étaient là, mais la fatigue était hyper importante. Et pourtant, il a fait qu'un demi de Giro. Il n'a pas fait un Giro complet, Romain Bardet. Donc, autant vous dire que 3 semaines, aujourd'hui, c'est impossible. De faire le Giro et le Tour de France en étant performant, c'est impossible. Guillaume Martin, on n'a pas vu, on va dire. Mais peut-être que ça aurait été compliqué. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire les deux. Il faut arrêter de croire qu'on peut faire ces 2 courses en étant au top niveau.
Je poursuis du côté des Bleus avec Godu. Godu, il fait un chrono à son niveau, 3 minutes 10, hein, pareil que Bardet. Donc là, il n'y a pas de différence, et donc on fait le même temps. À 1 seconde de Benjamin Thomas, qui est le meilleur français. Du côté de David Godu, c'est un chrono, on sent qu'il ne l'a pas fait totalement à fond. Je pense qu'il n'a pas pris de risque, surtout David. Il n'y avait pas grand-chose à gagner aujourd'hui, parce qu'il savait que derrière lui, c'était Quintana, et que Vlasov était à quasiment 4 minutes, enfin beaucoup plus que 3 minutes. Il savait que derrière, c'était Quintana et Mainthies, donc deux coureurs qui roulent pas très vite sur le chrono, et que devant, c'était Geraint Thomas, il pourrait pas aller le chercher. Alors c'est sûr que ça fait un petit peu mal au moral quand tu te fais dépasser par le 4e du Tour de France, par le 3e du Tour de France quand tu es 4e, mais aujourd'hui, David Godu, il fait un chrono sans prendre de risque, avec aussi peut-être l'énergie qui lui reste, parce que bon, il a quand même aussi dépensé pas mal d'énergie dans ces 3 semaines de course. Moi, c'est un peu mieux. En fait, en termes de chrono, moi, je m'attendais à ce qu'il perde 4 minutes sur 50 bandes de chrono. Et il a fait un peu mieux que ça. Donc, ça montre qu'il a fait un bon Tour de France. Voilà, moi, il m'a surpris. Il m'a surpris, hein, je vous l'avais dit. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse top 5. Moi, je m'attendais plutôt à ce qu'il fasse top 10. Et encore plutôt entre 8 et 10. Il m'a surpris parce qu'avec un Tour de France où ça a roulé quand même très vite, il s'en est bien sorti. Il a bien géré la 3e semaine, où il était plutôt en mode défensif qu'attaquant en 3e semaine. Et puis après, voilà, hein, il fait un bon Tour de France. Il n'a jamais été en difficulté majeure, à part peut-être l'étape du Galibier, où c'est vrai qu'en début de journée, c'est dur. Heureusement qu'il y a eu la Movistar, notamment à ce moment-là. Mais sinon, il a jamais été vraiment pris en difficulté. Sur l'étape des pavés, il s'en est très bien sorti. Dans les montées punchy, il a fait également du bon travail. Sur les 2 chronos, il fait également du bon boulot. Donc, c'est mérité cette 4e place pour Godu. Et puis, maintenant, il sait sur quoi il doit encore progresser. Sur sa connaissance de son corps. Alors savoir à quel moment il explose, à quel moment il explose pas, et jusqu'à où il peut mettre le curseur en termes d'effort. Et puis l'autre paramètre après, c'est de progresser un peu en montagne, progresser encore un peu en contre-la-montre. Bon, ça après, c'est un autre travail. Mais très clairement, David Godu, il peut pas avoir de regret aujourd'hui, hein. Il a fait un bon Tour de France, donc c'est pas une surprise. Et puis Kung. Un petit peu décevant, Kung. Bon, il est en difficulté, Kung, sur ce Tour de France. Il l'a dit depuis quasiment le départ, parce qu'il est à 90%, il n'est pas à 100%. La Covid l'a mis en difficulté, ou il ne disait pas si c'est la Covid ou si c'est un problème de pic de forme, Kung, sur ce Tour de France. Mais c'est vrai que ça a été compliqué sur le chrono. 1,55, il n'est pas à son niveau sur un chrono comme ça. Alors je sais bien qu'il y avait les côtes dans le final, mais normalement il doit être au niveau de Ghana, voire au niveau de Ghana, quoi. Il doit être à 40 secondes. Donc là il y a 1 minute 20 qui est en trop pour Stefan Kung. Pas l'énergie suffisante. Il a eu un Tour de France pas facile, même s'il fait un gros travail d'équipier pour Godu, mais je pense qu'il s'attendait à être beaucoup plus performant. Mais il y a eu la Covid pendant le Tour de Suisse. C'est vrai que moi je l'ai trouvé meilleur sur le Tour de Suisse que sur le Tour de France. Il avait fait un très bon Tour de Suisse, Kung, hein. Et puis il y a eu la Covid, et on s'aperçoit avec plusieurs coureurs que je ne sais pas si c'est les nouveaux variants qui font ça, mais on n'est plus vraiment sur une situation de Covid long, mais on sent qu'il faut quand même un petit temps avant de s'en remettre complètement. Notamment au niveau respiration, qu'il y a encore un petit temps de délai. On peut pas dire que là c'est un Covid long, parce qu'un Covid long, c'est puis en plus il y a des critères qui sont assez importants, ça gêne vraiment dans la vie quotidienne. C'est-à-dire vous êtes vraiment en difficulté dans la vie quotidienne. Là c'est pas le cas de Kung. S'il était en difficulté, il n'aurait pas pris le départ. Mais on s'aperçoit qu'avec peut-être les nouveaux variants,
qu'on est en difficulté pendant peut-être un mois et demi, et qu'on n'arrive pas à développer 100% de sa puissance, qu'on n'est pas à 60% comme c'était le cas avec Peter Sagan, mais qu'on a du mal, voilà, qu'on est sur un petit moment un peu compliqué. Donc du côté de Stephen Kung, il est dans ce moment-là. Et puis c'est vrai que le Tour de France a été compliqué. C'est un Tour de France où tu pouvais pas te refaire la cerise. Alors je dis déjà que le Tour de France est très compliqué pour se refaire la cerise, mais là c'était vraiment impossible cette année. Et donc du côté de Stephen Kung, bah voilà, ça a été compliqué pendant ces 3 semaines. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. Premier coureur au top, Vingegaard. Que dire. Le mec finit deuxième à 19 secondes derrière Van Aert. Sur un chrono comme ça. Après, Vingegaard, je dirais que c'est surtout sur le chrono où il a progressé, parce qu'en montagne, il était déjà bon. C'est le seul qui avait réussi à mettre presque en difficulté Pogacar l'année dernière. Il faut quand même le rappeler aussi. Il vient, parce qu'on a l'impression, Vingegaard, que certains pensent qu'il vient de nulle part. L'année dernière, c'est le seul qui met en difficulté Pogacar pendant les 3 semaines de course. Mais il est quand même pas mauvais sur le chrono. Il avait fini 3e à Laval, 3e à Libourne l'année dernière sur les 2 chronos du Tour de France. C'est quelqu'un qui maîtrise l'exercice, et il a encore progressé, je pense, dans cet exercice, notamment au niveau de la position. Les épaules bougeaient très peu là, il y avait un bon gainage du côté de Vingegaard, et il a fait une course encore une fois de très bonne qualité. Il finit 2e à 17 secondes, mais techniquement il aurait plutôt fini à 5 secondes, 5-6 secondes de Van Aert, mais il s'est relevé sur la fin. Je pense que maintenant il peut commencer à célébrer. Je pense que chez Jumbo, on peut commencer à célébrer ce Tour de France réussi du côté de cette formation. Voilà, ils ont très bien préparé leur affaire, notamment lors des stages. Il faut quand même rappeler que c'est une équipe qui a décidé au mois de février de faire un stage d'1 mois. C'est la seule équipe à avoir fait ça. Chez UAE, on a couru. Chez Ineos, on a couru. Eux, au mois de février, tu les vois pas. Ils sont en stage. C'est quasiment les seuls à avoir été en stage aussi longtemps à Sierra Nevada et aussi tard. Et puis ensuite, ils font un énorme mois de mai. Et derrière, ils repartent en stage aussi après le Dauphiné. Et puis, c'est intéressant quand même pour le Dauphiné. Ça montre que le Tour de Suisse ne fait pas tout. Le Dauphiné permet encore de gagner le Tour de France, de participer au Dauphiné. On commence à avoir des doutes quand même. Mais il a fait beaucoup de périodes de stage. Au final, en jour de course, il a 46, ce qui n'est pas énorme. Mais il a fait du qualitatif. Il fait la drone classique, la classique de l'Ardèche, en début de saison comme Roglic. On décide chez Jumbo de reprendre un peu plus tôt que d'habitude. Ça aussi, ça a changé. Parce qu'avant, on reprenait beaucoup plus tard, plutôt presque à Tirreno. Là, ils ont décidé de reprendre un peu plus tôt, de rajouter quelques jours de course, mais ils ont encore fait du qualitatif. Ensuite, Tirreno. Tirreno, il finit 2e, mais en faisant vraiment une belle semaine, en se ratant même un peu sur le contre-la-montre de Lido Di Camioria, parce qu'il finit 27e. Il n'avait pas fait un grand contre-la-montre dans le vent, mais il finit fort. Sur le Tour du Pays Basque, il est un peu en dedans, mais on est au mois d'avril, donc être un peu en dedans, c'était pas non plus catastrophique à ce moment-là. Il abandonne aussi le Liège et la Flèche Wallonne, mais c'était pas non plus catastrophique. On était fin avril. Alors c'est vrai que c'est mieux quand tu réussis ces courses-là, parce que ensuite ça te met en confiance pour la période de stage qui vient souvent après Liège, parce qu'après Liège, on sait qu'on rentre dans une autre partie de saison. Et puis, le Grand Prix de Denain, c'était intelligent aussi, chez Jumbo, d'avoir fait le Grand Prix de Denain, d'avoir été tâter ces pavés dont certains secteurs étaient utilisés par le Tour de France, même si ils ont été mis en difficulté, mais Vingegaard, il a été mis en difficulté par son problème technique, il n'a pas été mis en difficulté sur les pavés. Le fait d'avoir franchi les pavés, de savoir les franchir en peloton, ça n'a été pas une mauvaise idée pour des coureurs qui, normalement, ne font pas ça. Et puis, derrière le Dauphiné, ils ont complètement dominé la course, mais ils sont partis en stage derrière. Et ça a été intelligent. Et puis, ils ont bien préparé leur coup aussi, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y en a aucun de ceux qui ont été sur le Tour de France qui a participé aux championnats nationaux, parce qu'on ne voulait pas
prendre le risque aussi au niveau de la Covid. Chez UAE, ça a été différent. Ce qui fait que chez UAE, on perd Trentin avant le départ. On se retrouve donc avec Marc Hirschi. Là, chez Jumbo, on est parti avec l'équipe qui était prévue au départ. C'est-à-dire les 8 qu'on a choisis, c'était les 8 qui étaient prévus depuis 4 mois. Quasiment. À part peut-être Van Hooijdonk et Benoît, qui étaient un peu plus sur la sellette. Mais je dirais que les 6 autres, Laporte, Van Aert, Sepp Kuss, Kruijswijk, ils étaient tous prévus sur le Tour de France. Et Roglic aussi. Et puis après, il a complètement dominé. Alors maintenant, chez Jumbo, l'année prochaine, moi, Roglic, je fais le Giro, hein, parce que le Tour, c'est mort. Vingegaard défendra son titre, donc si Roglic veut gagner un grand Tour, outre que la Volta, il faudra faire le Giro. Il n'y aura pas d'autre solution. Hein. Donc, chez Jumbo, maintenant, on a presque un problème de riche, mais ils ont dominé la course. Hein. Puis là, Van Aert, aujourd'hui, qui remporte le contre-la-montre, il a été très bon, Van Aert. Parce que il a géré quand même magnifiquement son effort. Entre le deuxième et le troisième inter, on le voit, hein, moins rapide, il perd du temps sur les autres. Oui, alors il leur fout une branlée dans les 2 dernières bosses, qui est monumentale. Et c'est là où il gagne son chrono, c'est dans le dernier secteur, avec les 2 côtes, qui correspondent à ses qualités. Voilà, et puis ses qualités de cyclo-crossman. Pouvoir tenir longtemps un effort à haute intensité. C'est ce qu'il sait faire, Van Aert. Il a été très très bon dans les 2 dernières bosses. C'est là où il fait la différence. C'est là où il a été le plus rapide, Van Aert. C'est là où il explose tout le monde. C'est là où il colle 40 secondes à Ghana. Hein. 40 secondes à Ghana. Il en colle 25-30 à ce moment-là à Ghana. De toute manière, Ghana, après les reconnaissances, il a dit c'est un chrono pour Van Aert. Il n'avait pas tort. Moi, je l'ai mis en favori. Ce matin, j'ai mis 4 noms. Mais j'aurais pu vous en donner qu'un seul. J'aurais pu donner que Van Aert. Parce que les autres, c'était un peu pour combler le vide, quoi. Mais Lampard, je me disais, ça va être compliqué. Kung, bon, je me disais, ça va être compliqué aussi. Je sais plus qui d'autre j'ai mis dans les chronos. J'ai pas mis Ghana. Mais parce que je savais que ça allait être difficile de battre Van Aert. Dès que j'ai vu ce chrono, dès que j'ai vu le profil, je me suis dit, c'est un chrono pour Van Aert. Même avant le départ du Tour de France. Donc encore plus, vu l'état de forme qu'il a en ce moment. Donc très beau chrono de Van Aert. Et puis bon, au niveau du maillot vert, il a fait des points en plus. Des points en plus. Voilà, il a battu le record de Sagan ce soir. 480 points au niveau du maillot vert, le record étant à 477. On peut noter quand même que Pogačar est deuxième du maillot vert pour le moment avec 250 points. Donc je pense que demain il devra porter le maillot vert et pas le maillot blanc. Parce que normalement c'est le maillot vert qui est prioritaire sur le maillot blanc. Philipsen 3e, Christophe Laporte 4e, Pedersen 5e au niveau du maillot vert. Mais oui, ils ont collectionné les bons résultats dans cette formation Jumbo. Pogačar, il a tenté au départ de menacer, hein, il a fait la fameuse technique de je démarre fort pour tenter de mettre un peu la pression sur Vingegaard et sur Van Aert dans le hot seat, mais surtout mettre la pression à Vingegaard. Bon, ça n'a pas suffi. Pogačar, je pense qu'il aurait bien voulu gagner, finir devant Vingegaard. Bon, à la fin, tu as 8 secondes en faveur de Vingegaard, mais en sachant que Vingegaard ralentit beaucoup dans le final. La différence, elle est plutôt d'1 seconde. Pogačar, l'année prochaine, s'il veut gagner le Tour de France, je ne sais pas quel sera son objectif l'année prochaine, mais il devra vraiment réfléchir avant le départ à la stratégie, parce que on s'aperçoit quand même que, à part en partant de loin, j'ai peur que ce soit le seul domaine où il soit meilleur que Vingegaard, Pogačar. C'est dans les raids solitaires de loin. Parce que sur le chrono, sur ce Tour de France, il est derrière. Sur la haute montagne, il a été derrière. De toute manière, c'est pas surprenant non plus que Vingegaard soit très bon. Vu ce qu'il a fait l'année dernière, c'était son 2e grand tour, son 1er Tour de France, c'était normal quand même qu'il progresse. On est tous d'accord là-dessus. Dans sa gestion de la course et dans d'autres paramètres. Donc vu que c'était le seul qui avait menacé Pogačar, foncièrement, on savait qu'il allait mettre en difficulté Pogačar peut-être à certains moments. L'écart fait mal, parce que au final, tu t'aperçois que même sans le granon,
techniquement, il n'aurait pas gagné le tour, Pogacar. Au Granon, il perd 3 minutes. Parce qu'il perd 2,52, je crois, et plus ses 10 secondes de bonification, ça fait 3 minutes. Mais au final, le retard est de 3,34. Donc même sans le Granon, il aurait eu quand même beaucoup de mal pour gagner ce Tour de France. Ça se serait joué certainement dans le dernier chrono, alors que là, ça s'est joué avant, mais il n'aurait pas gagné le Tour. Il n'aurait pas gagné le Tour, Pogacar. Et pourtant, il prend plus de bonification que Vingegaard. Il y a 8 secondes d'écart là-dessus sur les bonifs. Il est tombé sur plus fort. Le fait d'être seul, ça n'a pas aidé non plus, parce que c'est vrai que son équipe a été décimée très vite. Vous avez des coureurs qui n'ont pas été fantastiques. C'est vrai que Berg, sur la première semaine, c'était pas ça. Hirschi n'a jamais été dans le bon rythme. Maïka, on l'a quand même assez peu vu. On l'a vu sur quelques étapes, mais pas énormément. Solaire, il a été présent sur l'étape du Galibier, mais sinon, il n'a pas été foufou non plus. Donc ça a été aussi compliqué. UAE va devoir progresser en termes d'équipe. On ne pensait pas dire ça. Mais ils vont aussi... Pogacar va devoir aussi réfléchir à comment changer sa manière de faire pour pouvoir battre Vingegaard. Il ne pourra pas le suivre, Vingegaard. Il y a un moment où il va craquer, pour le moment il est meilleur. Donc soit il faut qu'il progresse en montagne, mais soit il faut qu'il réfléchisse à faut que je parte sur des longs raids. Ça me rappelle un petit peu, pour tout vous dire, alors on va parler dopage un peu, mais ça me rappelle Pantani. C'est-à-dire que Pantani, qui au début des années 90 était très bon sur une ou deux montées, une ou deux arrivées au sommet, mais n'arrivait pas à être constant. Puis il a réfléchi à sa manière de courir aussi. Il y a eu les produits dopants, mais il en prenait déjà à l'époque, dans les années 90, à la première partie des années 90, il en prenait déjà. Mais il a aussi été un peu moins spectaculaire pour gagner le Tour de France. Et pour avoir des bons résultats après derrière. Il a réfléchi à comment faire pour battre un mec comme Björn Ries, un mec comme Jan Ullrich, qui arrivait à être constant sur 3 semaines de course, et il a battu en 98, Jan Ullrich. Mais parce que il a réfléchi à où il devait attaquer, comment il devait faire. Il a arrêté de faire ses longs raids solitaires. C'était un peu un spécialiste, Pantani, de partir quand même de loin, et en 98, il le fait beaucoup moins. Il est un peu plus pragmatique pour gagner le Tour. Et Pogacar, il va falloir qu'il réfléchisse à comment faire pour gagner le Tour de France face à un mec qui semble meilleur que lui sur le papier. Et puis, je poursuis avec Vlasov. C'est la bonne opération du jour, Vlasov. 2 places de gagné au niveau du général, 5e. Dommage, non oui, parce que sinon il serait bagarré pour la 3e place. La chute à Longwy l'a mis vraiment en difficulté. Et il s'est retrouvé en galère en montagne. Il finit à 8 minutes de Geraint Thomas, mais tu te dis que ça aurait pu être le facteur X quand même sur ce Tour de France, Vlasov, et on l'a perdu à Longwy. Ça aurait pu être le coureur qui arrivait à faire la différence en montagne, et on l'a perdu. Donc c'est ça qui est un peu triste, mais 5e, c'est une belle consolation quand même pour Vlasov. Surtout que là aussi, en termes de formation, ça s'est délité assez vite quand même. Bora, je m'attendais à un peu mieux la Bora en termes de collectif sur ce Tour de France. Ils avaient fait en plus un très bon boulot sur le Tour d'Italie. Je me disais, sur le Tour de France, ça va peut-être être solide aussi. Surtout avec le fait de ne pas prendre Sam Bennett au niveau pour la gagne pour le général. Mais il en a manqué un peu pour Vlasov et de coéquipier, et puis surtout la chute à Longwy sur ce terre-plein mal indiqué, ça coûte cher quoi. Ça coûte cher ce virage, cette chute, elle l'a handicapé dans les Alpes, dans les Pyrénées ça a été un peu mieux, mais je pense qu'il aurait été, sans cette chute, il aurait été en capacité, alors je dis pas de suivre les deux de devant, mais il y aurait eu un match pour le podium. Qu'on n'a pas eu aujourd'hui. Puis je termine avec Geraint Thomas, 4e du chrono. Il fait un beau chrono, mais il est en bonne condition physique, Geraint Thomas. Quand tu te dis quand même que l'année dernière, pour renouveler son contrat, ça a quand même été un petit peu la croix et la bannière, Coco, à 36 ans, il est toujours là. Alors peut-être qu'il prendra sa retraite l'année prochaine, il a encore une année de contrat, Geraint Thomas.
mais il arrive toujours à produire du bon niveau. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant pour Geraint, qui a remporté, on rappelle, le Tour de France 2018, qui fera la Classica San Sébastien, et puis ensuite il ira au jeu du Commonwealth au mois d'août, début août, pour le contre-la-montre, où il fera partie des favoris. Je sais pas s'il n'y aura pas Ethan Hayter. S'il y a Ethan Hayter, ça peut être du solide aussi pour la Grande-Bretagne. Alors je sais pas si les deux, parce que lui ça sera Pays de Galles, parce que le jeu du Commonwealth, les pays sont divisés, donc Ethan Hayter ça sera peut-être l'Angleterre, donc il y aura peut-être un match entre les deux, si les deux participent. Puis il y aura d'autres coureurs, hein, bien entendu, les jeux du Commonwealth, il y a beaucoup de pays au départ. Mais il a fait un bon Tour de France, il a été régulier. C'est le seul qui a suivi les attaques sur l'étape du Granon quand ils se mettent des mines à 80 bandes de l'arrivée. C'est le seul qui était là avec Vingegaard et Pogačar. Et puis il a été régulier. Alors c'est sûr qu'on aurait aimé une tentative de loin. Après, il avait déjà peut-être pas les jambes pour le faire. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'Ineos soit un peu plus actif. Ineos a pas tenté les choses de loin. Avec Adam Yates, on a mis du temps aussi à mettre Adam Yates à son service. Pendant très longtemps, il était 3, lui était 6. Après, pour Geraint Thomas, c'est un bon résultat. Pour Ineos, c'est un résultat moyen, une 3e place sur un grand tour. Par contre, pour Geraint Thomas, c'est un bon résultat. Vu la situation dans laquelle il était en 2020, où il était redevenu équipier lambda, il en a fait du chemin quand même depuis 2020, on peut le dire. Et puis il a quand même remporté des belles courses. Il a remporté le Tour de Suisse. Il avait remporté également l'année dernière il avait fait un bon résultat également sur le Dauphiné. Il ne l'avait pas remporté, il avait fait un bon résultat. Il avait remporté en 2021 le Tour de Romandie, donc il fait plutôt une très belle année, et depuis 2021-2022 c'est plutôt très intéressant ce qu'il arrive à faire. L'année dernière il s'était retrouvé un petit peu en difficulté sur le Tour de France, mais là cette année ça a été beaucoup mieux. On passe au bonnet d'âne. Et au final cette vidéo n'est pas si courte que ça. Je commence avec Ganna. Tour de France compliqué pour Ganna. Ça a été un Tour de France compliqué. Alors pour lui et Bissegger aussi. Mais Ganna, ça a été difficile. Parce que pas à son niveau. Je crois très clairement. Quand il est dans l'échappée avec Kung et que les deux sont lâchés d'entrée, alors que normalement c'est un terrain, c'est une attaque où ils doivent réussir à suivre, ça montre bien que ils n'étaient pas au top. C'est vrai que Ganna, normalement, il est capable de faire mieux. Même si, moi, j'ai toujours trouvé que sur les très longs contre-la-montre, c'était pas toujours le meilleur. Mais là, aujourd'hui, il doit pas être à 40 secondes. Alors certes, le parcours l'avantageait pas, mais je pense que son état de forme n'était pas fantastique. On l'a même vu assez discret après, même dans le travail chez Ineos. C'est pas le coureur d'Ineos qui a fait vraiment le meilleur boulot pendant ces 3 semaines de course. Et puis même à Copenhague, il prend que la 4e place, la 5e. C'était l'étape de Saint-Étienne où il finit, il est complètement cramé. Je crois qu'il a vraiment souffert assez vite sur ce Tour de France et il a été très fatigué très vite et il n'a jamais pu se refaire la cerise. C'est dommage pour le champion du monde. Ça montre aussi que pour les prochains championnats du monde en Australie, pour gagner, il va falloir vraiment cravacher, parce que ça sera une belle bagarre pour les prochains championnats du monde, parce que Van Aert est fort, Remco Evenepoel aussi. Même on a vu Bauke Mollema pas mal, Geraint Thomas, Ethan Hayter. Il va y avoir du monde au balcon pour ces prochains championnats du monde. Il faudra faire attention. Mais Ganna, il faudra qu'il retrouve de la condition physique. Je poursuis avec notre ami Meintjes, pardon. Yates aussi, qui finit 10e et qui perd 2 minutes dans le final. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé pour Yates. Meintjes, je pense qu'on doit prononcer Meintjes et pas Meintjes. Je pense, parce qu'on m'a repris sur la prononciation. Mais je pense que c'est Meintjes, la bonne prononciation.
C'est comme les gens qui disent Thor et son marteau. Je pense que normalement ça doit se dire Tour. Parce qu'on disait Tour Usoft et pas Thor Usoft. Donc comme c'est norvégien, normalement ça va être Tour, pas Thor, avec son marteau. Mais Mind Ties, bah, c'est comme... Enfin, Mind Ties, il m'énerve un peu. Parce que enfin, c'est un coureur qui a d'énormes qualités en montagne. Là, on a vu, il a été très résistant en plus sur 3 semaines. C'est un coureur qui a vraiment des belles capacités sur 3 semaines. Qui est pas mauvais en montagne, qui a retrouvé en plus des bonnes jambes cette année en remportant une course en Italie, mais il avait retrouvé vraiment une bonne condition physique. Début de Tour de France, il fait un bon chrono à Copenhague. Il s'en sort bien à Copenhague, j'avais dit. Mentiès comptait 6 minutes de retard sur les 2 chronos, j'avais dit 6 ou 7 minutes. Bah, au final, c'est ce qu'il a pris parce qu'il s'est complètement raté sur ce chrono. Il perd quand même 2 places aujourd'hui. Alors heureusement qu'il n'est pas chez EF, chez Bike Exchange, qui sont en recherche de points. Heureusement qu'il est dans une autre équipe. Et c'est vrai que c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Parce que il pouvait faire... Enfin, 8e, c'est presque décevant. Tu vois, 6e, 7e, enfin 6e surtout, ça aurait fait un beau classement, quoi. Il aurait été heureux, content. C'est vrai que 8e, c'est... Et puis tu finis sur une mauvaise note, quoi. Tu finis sur un très mauvais contre-la-montre, 2 places de perdu. Voilà. Alors je sais bien que chez Intermarché, ils ont rarement été bons sur le chrono. Donc c'est peut-être aussi des soucis matériels avec leur vélo Cube. Mais bon, tu perds pas 6 minutes qu'à cause du matériel. Hein. Donc c'est dommage. C'est dommage pour lui. Parce que c'est un coureur qui restera dans l'ombre. Parce qu'il n'aura pas un gros palmarès. Quand il prendra sa retraite, je suis pas sûr qu'on se souvienne de lui parce que il n'a pas un gros palmarès. Mais il n'a pas un gros palmarès parce qu'il n'était pas bon sur le chrono et que parfois il a fait des erreurs stratégiques et tactiques, même sur les étapes, par exemple, pour jouer la gagne sur les étapes. C'est dommage. Et puis je termine avec Bissegger, le coureur de l'équipe EF. Tour compliqué aussi pour Bissegger. Hein. Ça avait commencé avec les 2 chutes sur la première étape. Ça se termine avec un chrono mauvais pour Bissegger, qui, je pense, ne l'a pas fait à fond à 4 minutes 52, mais c'est un coureur qu'on attendait dans les échappées, notamment sur l'étape de Saint-Etienne ou sur d'autres. Je l'attendais de le voir dans les échappées. On l'a assez peu vu, il a été en fait assez discret, Bissegger, pendant ces 3 semaines de course. C'est dommage en plus parce que son équipe comptait sur lui au niveau des points. Jamais vraiment à l'aise, jamais vraiment dans le rythme. Mais c'était déjà pas vraiment ça sur le Tour de Suisse. Donc voilà, en fait c'est fou parce que depuis sa victoire sur le AU Tour, il a battu Ghana. Et ben il a pas fait de grands résultats. Là je regarde, il a fait 8e à Paris-Nice, c'est son 2e meilleur résultat de la saison. Donc d'une saison qui partait bien, après 3 jours de course, bah la saison est pas bonne quoi. Alors je sais pas s'il va pas faire la Vuelta aussi parce qu'il y a que 44 jours de course, ce qui me semble assez faible avec une fin de Tour de France. Mais oui, on s'attendait, je m'attendais à mieux quoi de la part de Bissegger. J'ai été assez surpris de le voir aussi en difficulté, de le voir surtout ne pas jouer ce chrono. J'ai vraiment eu l'impression que il s'est dit je peux pas le gagner, allez je m'en bats les couilles, je le fais pas à fond. Alors que même si tu ne peux pas gagner, tu peux prendre des points de repère quand même pour les championnats du monde. Tu peux prendre des points de repère sur d'autres chronos dans la saison. Moi j'ai toujours du mal avec les coureurs qui font pas les chronos à fond, alors que ça peut être important pour eux pour prendre des repères. Et là je trouve qu'aujourd'hui Bissegger, qui est pas le meilleur sur les chronos longs en plus, hein, c'est pas sa spécialité sur sa gestion de l'effort, bah, s'il l'avait fait à fond, ça aurait peut-être donné autre chose. Bon, il n'a pas voulu le faire à fond. Il traverse ce tour de manière assez invisible. Bissegger, c'est dommage. Heureusement, il a 23 ans. Mais il faut se méfier, hein, parce que Marc Hirschi, ça fait depuis 2 ans qu'il galère. C'était aussi une jeune pépite en Suisse et aujourd'hui, il n'est plus vraiment là. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas pour Bissegger. Parce que c'est vrai que là, les résultats cette saison, bah, ils sont quand même pas foufou pour le Suisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Demain 7h30, présentation de la dernière étape. La présentation de l'étape féminine est déjà en ligne. Et puis lundi, pour le débrief,
de la dernière étape. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.